Chers amis, tout ce que je peux dire, c'est que le karma existe et est réel. On nous a dit que Garp était une merde de collabo parce qu'il fait partie de la marine. Bon, maintenant qu'on apprend que Shanks veut devenir chevalier divin et qu'il fait partie du gouvernement mondial, bon, qu'en est-il de ce dernier? Est-ce une merde de collabo? Bon, on ne sait pas. Je vous vois déjà venir. Ne venez pas me dire, ouais, gna, 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 il est infiltré, il est gentil et tout. Les mecs, ça on sait. Ça on sait, d'accord? On le sait parfaitement et pertinemment. D'ailleurs, c'est le cas de Monkey D. Garp. Garp, lui aussi, en aucun cas, il ne va aider les dragons célestes des Imu. Mais pourtant, vous en foutez complètement d'analyser le personnage. Alors, ne venez pas nous demander d'analyser le personnage de Shanks et essayer de déterminer s'il est réellement gentil ou pas. Shanks est donc une grosse merde parce qu'il fait partie du gouvernement mondial. Vous voyez, ce genre de raisonnement simpliste, ça ne met pas en valeur l'écriture de Oda. Lorsque vous m'entendez dire ça, vous les pro-Shanks, vous êtes complètement horrifiés. Vous voulez même déjà quitter la vidéo juste parce que je dis ça. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait vis-à-vis du personnage de Monkey D. Garp. Vous avez refusé d'analyser les raisons qui le poussaient à rester dans la marine. Vous avez juste conclu, comme il est dans la marine, c'est une merde. Bon, maintenant que Shanks fait partie du gouvernement mondial ou a fait partie du gouvernement mondial et qu'il fait même des pieds et des mains pour entrer dans les bonnes grâces de Imu étant donné qu'il veut devenir chevalier divin, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que Shanks est une merde? Bah non, on va se poser, on va analyser tout ça et on va essayer de voir les sous-entendus derrière. C'est clairement comme ça qu'on analyse un manga, pas comme des teubés. Et je vous vois déjà venir. Je sais que vous allez venir ici me dire que les cas des deux personnages sont parfaitement différents parce que Garp est resté dans la marine pendant plus de 40 ans. Pourtant, Shanks a eu un bref passage au sein du gouvernement mondial et un passage dans lequel il était, on va dire, espion. Bon, les mecs, ce n'est absolument pas différent dans le sens où les deux personnages ont un seul but. Bah, c'est de combattre Imu d'une façon ou d'une autre. Shanks est subtil et discret, infiltre le gouvernement mondial, recueille des informations, tandis que Garp est frontal. Il n'hésite pas à frapper Imu. D'ailleurs, moi je pense que si Garp avait été à la place de Shanks, bah Garp se serait juste fait buter. Parce que Garp aurait d'abord commencé par buter Shamrock, ensuite il aurait buté Garling, ensuite il aurait giflé la tête à Ralph. Mais avec tous ses adversaires, il se serait certainement fait tuer. Parce que Garp, c'est pas le genre de mec qui va voir de la merde devant ses yeux et va laisser passer. Alors, le cas des deux personnages, c'est parfaitement similaire. Tu ne peux pas me dire Garp est une merde et Shanks est un héros. Pourtant, les deux personnages font plus ou moins les mêmes actions, mais ont des approches parfaitement différentes. Bref, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1167 de One Piece qui se nomme Le Fils d'Ida. Alors, j'ai vu beaucoup d'euphorie autour de ce chapitre 1167. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup ont crié que c'était un chapitre masterclass. J'en ai même vu des gars qui disaient que c'était le chapitre de l'année. Mais frérot, et arrêtez à un moment donné avec chaque chapitre, les chapitres de l'année. Non, ce chapitre pour moi, c'est un 6 sur 10. Je vois pas en quoi il était exceptionnel. Bon, peut-être parce qu'on a vu Shanks. Vous savez, il y a énormément de fans de Shanks. Bon, bref, on va dire à chacun ses goûts. Du coup, ce chapitre débute avec un tour d'horizon des personnages qui ont participé à God Valley. On va voir ce qu'ils sont devenus. Du coup, on a alors les propos du narrateur. Voilà, ces propos qui apportent des confirmations par rapport à un point super important. Quel niveau avaient les personnages qui se sont battus sur God Valley? Le narrateur va dire ici que les pirates qui ont participé à l'incident de God Valley ont atteint leur apogée 10 ans après. Et là, on se dit, Animarium est dans la merde, voilà, parce que c'était un peu l'un des seuls, l'un des rares qui pensaient qu'il y en avait certains parmi eux qui étaient à leur prime. Alors les mecs, j'assume parfaitement le fait que j'ai dit que sur God Valley, Garp et Roger étaient à leur prime, surtout lorsqu'ils ont vaincu Roxy Xzebel. Pourtant, dans ce chapitre, le narrateur dit parfaitement que Roger et les autres pirates qui ont participé à God Valley ont atteint leur apogée des dizaines d'années après. Seulement, il y a un problème qui se pose. Le problème ici, c'est que parmi tous ces pirates qui auraient obtenu leur prime des dizaines d'années après, on retrouve Kaido. Kaido sur God Valley n'avait que 21 ans. Et vous n'allez pas me dire que Kaido a atteint son prime à 31 ans. Et le prime de Kaido était au même moment que le prime de Roger, celui de Barbe Blanche, celui de Big Mom. Non, c'est parfaitement impossible. Alors mon propos, ce n'est pas de contredire les propos du narrateur en disant que Roger était à son prime sur God Valley. Ici, mon propos, c'est que l'apogée dont parle le narrateur dans ce chapitre n'est pas forcément l'apogée en termes de puissance individuelle, mais plutôt l'apogée en tant que grand pirate qui domine les mers. Surtout qu'il a parlé de la bataille pour l'acquisition des territoires. Donc, pour moi, lorsque le narrateur parle de leur apogée, ce n'est pas forcément en termes de puissance individuelle, même s'il y a une part de vérité dans ça. Oui, il y a aussi une part de puissance individuelle dans ça parce que
Kaido, clairement, de God Valley à ce qu'on nous présente dans ce chapitre, il y a vraiment un changement, il y a forcément une évolution en termes de puissance. Ça, on ne va absolument pas se mentir. Mais le truc, c'est que si on ne voit que le verre entièrement plein, on va dire, bon, ça voudrait dire que Kaido, à 31 ans, a obtenu son prime au même moment que Roger à 49 ans. Ce qui ne fait absolument pas de sens. Kaido ne peut pas obtenir son prime au même moment que Roger. Ça, c'est parfaitement impossible. Franchement, c'est clairement impossible. Du coup, moi, je pense donc que c'était un apogée en tant que grand pirate, c'est tout. Kaido s'est imposé en tant que grand pirate à 31 ans. Et le prime en termes de puissance, bon, clairement, hein, Barbe Blanche a dû encore un peu évoluer. Pareil pour Big Mom. Pareil pour Roger aussi, il a dû certainement encore un peu évoluer, ça, il n'y a pas de problème, mais pas des masses. Et puis, c'est aussi pareil pour Garp, hein. On peut le dire comme ça, mais c'est clairement pareil pour Garp. Si Roger a évolué, Garp en a fait pareil. Et je pense que le message que l'auteur essayait de nous faire comprendre ici, c'est que malgré que ces pirates-là sont devenus grands après God Valley, Roger est quand même resté le boss. Bon, là, je vais m'arrêter là sur cette partie. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cette partie. Du coup, on va avancer. Bon, maintenant, on va passer à Harald qui semble être tout content d'avoir enfin pu obtenir une place au sein du gouvernement mondial. Il a reçu un tatouage. Ce tatouage qu'on avait vu sur Shanks au chapitre 1152 et ce tatouage ferait de lui la lame divine du gouvernement mondial ou la lame divine des chevaliers divins. D'ailleurs, on va le qualifier de botte secrète des chevaliers divins. Bon, moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial, en ce moment-là de l'histoire, repousse autant la force militaire de Erbaf? Franchement, ça, c'est une question que je n'arrête pas de me poser et je n'arrive pas forcément à trouver la réponse. Pourtant, on sait que dans la timeline actuelle de l'univers de One Piece, Imu a été séduite et assez bluffée de la puissance que pouvaient apporter les géants. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile pour Harald d'intégrer le gouvernement mondial au vu de la puissance militaire des géants. Bon, peut-être que c'est une façon pour le gouvernement mondial de mieux le manipuler parce que si on fait comprendre à Harald que voilà, il n'a pas trop sa place dans ce monde et tout. Bon, on apprend aussi qu'il existerait 3 marques qui détermineraient ton degré d'appartenance au gouvernement mondial. La première marque, ce serait la marque peu profonde, celle-là même que Harald a reçue. Et à mon avis, la caractéristique de cette marque-là ferait de toi quelqu'un qui serait capable de traverser les abysses. Ensuite, sur le degré profond. À mon avis, c'est à partir de ce degré que tu aurais la capacité de devenir immortel. Et puis le troisième degré, c'est le degré des abysses. Pour moi, après que tu aies reçu la marque des abysses, Imu serait en capacité de prendre possession de ton corps. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma théorie. Et on apprend aussi que Harald ne connaît pas réellement c'est quoi le gouvernement mondial parce que Nazujuro lui a clairement dit que après que tu sois devenu chevalier divin, on va certes intégrer Erbaf au gouvernement mondial, mais tu connaîtras aussi les secrets de ce monde. Donc Harald ne sait absolument pas où il va en fait. Il est en train de signer sans lit. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est une dinguerie ce mec. Sa gentillesse le pousse à un degré de naïveté jamais atteint. Et le personnage devient vraiment compliqué à analyser. On se pose tous la question, est-ce qu'il fait ça parce qu'il est en train de manigancer quelque chose dans le dos du gouvernement mondial ou est-ce qu'il est réellement naïf? Franchement, les mecs, moi, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il est réellement naïf. Et maintenant, peut-être que voilà, dans ce chapitre, on y reviendra sur Shanks un peu plus tard pour dire 2-3 mots sur lui. Mais on se souvient qu'au chapitre 1152, lorsque Shanks discutait avec Gaban, Shanks a dit à Gaban qu'il a rencontré Harald sur la terre sainte de Marie-Joie, mais il y a des choses dont il ne pouvait pas en discuter à cause des conditions. Bon, moi, je me dis que si Shanks a débarqué sur Erbas, c'est peut-être parce qu'il voulait s'excuser auprès du roi Harald parce que, voilà, il a assez mal parlé à Harald lorsqu'il a rencontré sur la terre sainte de Marie-Joie parce qu'il ne voulait pas griller sa couverture. Bon, c'est ça que moi je me dis parce que je vois vraiment pas autrement. Bon, maintenant on va justement tomber sur le personnage de Shanks. On a un Fisher Tiger qui va lancer son assaut sur Marie-Joie et franchement les mecs, je suis extrêmement content de revoir Fisher Tiger ici, ce GOAT de Fisher Tiger. Parce que vraiment au moment où les faits de Fisher Tiger nous avaient été narrés dans le manga, franchement, ça me paraissait vraiment incomplet, que ce soit de la part de Boa Hancock ou encore lorsque les hommes poissons racontaient son histoire. Maintenant, là, quand on voit que Shanks l'a aidé et tout, on voit Koala qui est libéré, on voit aussi Boa Hancock et ses sœurs, franchement, voilà, c'est assez grotesque, hein. Cette partie était assez grotesque. Et puis, à un moment donné, Fisher Tiger est tombé sur Shanks qu'il a pris pour un chevalier divin. Du coup, Shanks l'a libéré, Shanks l'a délivré, il a arraché son collier et Shanks lui a donné des clés pour aller délivrer les autres esclaves de Marie-Joie.
et ils sont partis de Marie-Joie. Donc, Fisher Tiger et Shanks, voilà. Personne n'aurait pu penser que ces deux personnages avaient collaboré pour libérer les esclaves de Marie-Joie. Franchement, c'est assez grotesque, hein. Ça prouve que Oda maîtrise très bien son récit et que, bon, il y en a beaucoup qui avaient dit que, ouais, Oda a improvisé la famille de Shanks et tout ça. Franchement, moi, je pense pas qu'il a improvisé. Moi, je l'avais déjà dit. Pour moi, c'est un truc qu'il avait prévu depuis le début. Surtout quand on voit ce genre de raccord là avec Fisher Tiger. On se rend compte qu'il y a les éléments qu'il avait volontairement cachés parce qu'il ne voulait pas nous montrer que Shanks était directement lié à ça, car ce n'était pas le moment de nous révéler les informations sur la famille de Shanks. Vraiment, c'est grotesque de la part de Eiichiro Oda et ça, il faut le noter. Autre partie intéressante de ce chapitre, on a Harald qui est descendu dans le royaume Ryugu pour rencontrer le roi Neptune. Ils ont un peu discuté et le roi Neptune lui a raconté qu'il allait avoir une fille du nom de Shirahoshi dans 4 ans et cette fille aura des pouvoirs assez particuliers. Neptune va suggérer à Harald de faire marier sa fille Shirahoshi au fils de Harald, Loki. Mais les gars, qu'on se pose un peu 2 secondes. C'est une dinguerie ce que Neptune est en train de nous faire là. C'est-à-dire, il programme le mariage de sa fille qui n'est même pas encore conçue à un mec qui a déjà certainement 40 ans de plus qu'elle. Mais c'est une dinguerie ce que Neptune est en train de faire. Mais bref, ce qui va nous intéresser ici, c'est que Harald va appeler Shirahoshi Moza Moza. Alors les mecs, quand on entend Moza Moza, franchement, on ne peut que penser à une seule chose. Bah, la personne avec qui Loki discutait par l'intermédiaire du Denden Mushi. Et les mecs, si Moza était réellement Shirahoshi, alors là, ça pourrait réellement être une grosse dinguerie parce que d'après la dernière conversation qu'on a eue entre Moza et Loki, Moza disait à Loki qu'il ne pourrait plus discuter pendant un moment parce qu'il se faisait attaquer. Et si Barbe Noire était descendu dans le royaume Ryugu grâce aux informations de Caribou pour kidnapper Poséidon. Franchement, c'est super intéressant, on va pas se mentir, hein. Ce move-là, il serait juste exceptionnel et c'est très bien pensé de la part de Eiichiro Oda. Du coup, ce qui ferait donc que l'attaque menée sur Marie-Joie serait menée par les révolutionnaires. Et encore une fois, franchement, c'est exceptionnel. Donc, on va finir le chapitre avec la famille Figaland et Loki aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, étant donné que tu as Garling qui est content de présenter ses 2 enfants à Harald, le roi des géants de Erbaf. Et puis là, tu as Harald qui va dire qu'il a vu Shanks quelque part. Bon, moi, je me demande où est-ce qu'il aurait bien pu voir Shanks. Parce que, de mémoire, hein, c'est la première fois que Harald doit normalement avoir vu Shanks. Franchement, je me demande où est-ce qu'il aurait bien pu voir Shanks. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne nous a pas montrés dans ce chapitre, étant donné qu'on a rush plusieurs années. Mais bref, du coup, tu as donc Shamrock qui est présenté comme étant supérieur en termes de puissance à Shanks. Et ça, franchement, les mecs, c'est assez inédit, hein. Franchement, les mecs, c'est vraiment assez inédit. Et on a donc un Shanks qui joue parfaitement son rôle d'acteur en se faisant passer pour un dragon céleste, surtout pour un chevalier divin. Franchement, voir Shanks faire une telle prestation, waouh, franchement, les mecs, ça passe pas super bien, surtout d'après ce qu'on connaît du personnage. Le voir là, en étant aussi arrogant et méprisant des humains, au point de traiter Harald de roturier. Franchement, le personnage de Shanks, il faut l'avouer, hein, le voir dans la peau d'un dragon céleste, ça file vraiment la gerbe. J'aimerais juste vous passer un message. Vraiment, je serais dur, mais il le faut quand même. En fait, les mecs, on le sait, les anti-gardes, ils sont extrêmement bêtes. Ces gars sont vraiment assez stupides quand même, tous autant qu'ils sont, hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont juste parfaitement cons, doublés de vrais gros abrutis. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. Ne tombez pas dans leur jeu en traitant Shanks parce qu'il est dans le gouvernement mondial de collabo ou quoi que ce soit du genre. Parce que, on le sait tous, on n'analyse pas les mangas comme étant des clowns sans réellement voir les implications derrière. Non, on sait que Shanks c'est un infiltré. Du coup, on ne va pas faire les cons comme eux parce que nous ne le sommes pas. Eux, ils sont extrêmement bêtes, hein, ça, on va pas se mentir. Ils sont vraiment très bêtes. Laissons-les dans les bêtises et analysons le personnage de Shanks comme il le faut, sans mauvaise foi et tout derrière, voilà. Shanks c'est un personnage qui lui aussi, avec cette action-là, le rend extrêmement bien écrit. Finissons le chapitre sur Loki. Loki apprend que Ida a été empoisonnée et les auteurs de cet attentat ne sont nul autre que les membres du village d'Estrid, la mère biologique de Loki. Et a priori, ils auraient fait ça parce que la richesse doit leur revenir. Loki n'a pas hésité une seule seconde à brûler ce village
et a massacré tous ces gars-là. Et en disant que Ida est sa seule et unique mère parce qu'il se souvient parfaitement de comment sa mère biologique, Estrid, l'avait traité à sa naissance. Franchement, j'ai adoré ce passage. Franchement, Loki, moi je l'avais déjà dit, tu es l'un de mes personnages favoris et ça ne fait que se confirmer. Tu es trop grotesque, mon gars, ne change pas.